Donc merci beaucoup Arnaud et merci beaucoup à tous de l'invitation. Heureusement je suis hépatologue et pas gastro-entérologue, hein, donc tout va bien jusqu'à maintenant. Et je vais vous parler de l'hépatite alcoolique aiguë. Alors avant de vous parler des nouveautés, je crois que c'est important de redéfinir ce qu'est l'hépatite alcoolique aiguë parce que je ne suis pas tout à fait certaine que ce soit clair pour tout le monde, je vais vous montrer pourquoi. Donc l'alcool, mais ça je vous surprends pas, hein, c'est un enjeu de santé publique qui est majeur. Vous avez les décès liés à l'alcool dans le monde avec la répartition. Vous voyez que c'est plus important forcément dans des pays qui ne sont pas les nôtres. Mais nous avons quand même une mortalité importante en France avec 49 000 causes de décès par an. Et c'est la deuxième cause de décès évitable après le tabac. Alors qu'est-ce qui se passe en Europe? Ici, vous avez la mortalité liée à la cirrhose alcoolique. Dans tous les pays européens, vous voyez la courbe bleue et finalement, là on est dans la courbe bleue nous. Et cette mortalité a tendance à diminuer un peu, mais elle augmente énormément en Écosse, elle augmente énormément en Angleterre, elle augmente dans les pays du Nord. Et moi je pense que bientôt, elle va augmenter à nouveau chez nous. Et je vais vous montrer pourquoi. C'est parce qu'il y a un problème qu'on a complètement occulté, nous, en tant qu'hépatologues, qui était le problème du binge drinking. Donc le binge drinking, la définition, vous savez ce que c'est, hein, mais c'est boire de façon très importante dans un temps très court. Et donc il y a une définition qui vaut ce qu'elle vaut, mais il fallait bien en mettre une, qui est supérieure à 5 verres en 2 heures pour les hommes, ou 4 verres en 2 heures pour les femmes. Cette définition ne prend pas en compte le type d'alcool et puis le nombre de répétitions des épisodes, mais voilà. Et nous, hépatologues, on a toujours dit, mais le binge drinking, ça ne donne pas la cirrhose, c'est pas grave, c'est moins grave. En fait, ça, c'est totalement faux. Alors, juste pour regarder, vous avez à gauche le nombre d'épisodes de binge drinking entre 1993 et 2001 aux États-Unis, qui est en grosse augmentation de 25%. Et puis en France, il y a une étude assez stressante qui a été réalisée chez des adolescents de 17 ans sur un interrogatoire sur le nombre d'épisodes de binge drinking le mois précédent l'étude. 46%, hein, donc presque la moitié des ados de 17 ans décrivaient avoir fait un épisode, 18% 2 épisodes et 2% plus de 10 épisodes dans le mois. Donc clairement, finalement, ils buvaient absolument tout le temps. Et puis ça y est, ça a été montré, c'est responsable d'une augmentation du nombre de cirrhoses alcooliques en France et du nombre d'hépatites alcooliques aiguës. Et donc nous, on va voir ça venir, vous allez voir ça venir. Alors après, j'ai fait un petit sondage chez 2 personnes d'abord, et puis après j'ai étendu à 30 personnes non hépatologues à la Pitié-Salpêtrière. Rassurez-vous, il n'y avait pas que des réanimateurs. Et je leur ai demandé ce que c'était une hépatite alcoolique aiguë. Et donc voilà les réponses que j'ai eues le plus souvent. Le plus souvent, on m'a dit c'est une hépatite aiguë liée à l'alcool, avec des transaminases supérieures à 1000. On m'a dit aussi c'est une hépatite aiguë liée à l'alcool, avec des transaminases qui ne sont pas très élevées, elles sont inférieures à 300. Et puis il y a une troisième catégorie de gens qui m'ont dit non, c'est une hépatite aiguë mais sur une cirrhose alcoolique avec des transaminases inférieures à 300 et ces chiffres sont vrais. Hein. Et quand on voit que la réponse c'est la dernière, je me suis dit que nous, hépatologues, on faisait extrêmement mal la formation. Et du coup, j'ai décidé quand même de revoir avec vous ce que c'était que l'hépatite alcoolique aiguë, quand est-ce que vous, en tant que réanimateur, vous deviez y penser et quand est-ce qu'il fallait en faire le diagnostic. Donc on va commencer par cette première partie. Alors, c'est une maladie inflammatoire qui complique généralement, c'est-à-dire dans 95% des cas, et donc vous ne verrez que ça, une cirrhose alcoolique. Donc c'est des malades qui ont déjà une maladie chronique du foie. Elle est responsable de 10 000 décès par an, 100 000 dans le monde. Et c'est un diagnostic histologique, alors avec 4 critères qui sont la ballonisation des hépatocytes, les corps de Mallory, un infiltrat polynucléaire lobulaire, une nécrose hépatocytaire. Bref, vous n'êtes pas hépatologue ni anapathe, mais en gros, c'est une définition histologique. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, je vois mon malade en face de moi, je ne vais pas voir ces hépatocytes, effectivement. Et donc vous, quand est-ce que vous devez penser à faire le diagnostic d'hépatite alcoolique aiguë? Mais il y a des signes cliniques et biologiques qui doivent vous faire évoquer une hépatite alcoolique aiguë. Alors, vous allez vous trouver devant un malade qui a déjà une cirrhose, généralement, et qui boit, qui a un alcoolisme chronique. Attention, il peut avoir arrêté depuis un mois parce qu'il est très fatigué, parce que son HA commence à s'installer. Et dans ces cas-là, il vous dira « j'ai arrêté de boire depuis un mois ». C'est pas pour ça qu'il n'a pas d'hépatite alcoolique aiguë. C'est un malade qui a, et ça c'est important, un ictère récent inférieur à 3 mois. Donc, attention, vous avez des malades qui arrivent pour un sepsis, ils sont jaunes, pour une hémorragie, ils peuvent être jaunes, pour une insuffisance rénale, ils peuvent être jaunes, mais généralement, l'ictère est lié à cette complication. Donc, c'est difficile pour vous, réanimateurs. Ce qu'il faut penser, c'est que l'ictère, s'il est lié à l'hépatite alcoolique aiguë, a dû s'installer un petit peu avant, d'où l'importance, mais c'est pas facile pour vous, de l'interrogatoire et du malade et de la famille. Et puis, les transaminases sont inférieures à 300, et donc là, l'hépatite alcoolique aiguë avec des transas à 2000, ça n'existe pas. Soyons clairs, si vous retenez ces deux choses, un malade jaune qui boit, qui a une cirrhose, j'évoque l'hépatite alcoolique aiguë, et il doit avoir des transas inférieurs à 300 ou je dois rechercher une autre cause d'hépatite aiguë, vous avez déjà retenu 95% de ce que je vais dire aujourd'hui.
Alors ensuite, il y a des signes de gravité, donc la bilirubine sélictaire, l'augmentation du TP, enfin la diminution du TP ou l'augmentation de l'INR, qui sont donc des signes de cirrhose décompensée, parce que ça arrive chez des malades qui ont une cirrhose généralement décompensée, et puis des signes inflammatoires qui sont malheureusement inconstants, qui sont la fièvre et l'hyperleucocytose à la polynucléaire. Donc une fois que vous avez ça, la plupart des experts vont vous dire que la biopsie est souhaitable, mais pas obligatoire. Vous êtes réanimateur. On va vous dire qu'il va falloir traiter le malade par corticoïdes. Généralement, vous allez vouloir une biopsie hépatique. Et en tout cas, il va falloir discuter de ça avec les pathologues. Mais en tout cas, si jamais il ne faut pas de biopsie hépatique et que vous dites qu'il y a une hépatite alcoolique aiguë, j'en suis persuadée, vous aurez raison dans 80% des cas, mais il vaut mieux avoir l'avis d'un hépatologue pour le dire. Alors ensuite, pourquoi il faut que vous fassiez absolument le diagnostic d'achat? Parce que vous dites, elle nous ennuie avec son truc, mes malades, ils vont mourir dans 10 jours, ils sont en réanimation. Franchement, une maladie hépatique, on s'en fiche un peu. Ben non. Le pronostic est sombre. Ici, vous avez la survie à 28 jours, donc 1 mois, dans les groupes placebo des essais randomisés les plus gros qui avaient été faits sur l'hépatite alcoolique aiguë. Donc ce que vous voyez globalement, c'est que c'est très hétérogène parce que les études étaient au départ très hétérogènes, mais surtout que la mortalité à 1 mois, globalement dans la plupart des études, est supérieure à 30%. Et donc là, même si vous êtes réanimateur, 1/3 des cas liés à l'hépatite alcoolique aiguë, ça me paraît beaucoup, et ça c'est dans un contexte de malades qui ne sont même pas forcément en réanimation, qui n'ont pas le sepsis, etc. Donc l'HAA, ça tue. Le traitement, ça augmente la survie, donc vous ne pouvez pas passer à côté. Alors, le pronostic est sombre, mais tous les malades ne vont pas mourir. Et il y a un score que vous devez connaître, qui est le score de Madray. Vous ne devez pas le connaître par cœur. Vous devez savoir qu'il existe, que c'est un score pronostic qui va déterminer si on doit ou non traiter les malades qui ont une hépatite alcoolique aiguë. Je reprends, ce n'est pas un score diagnostique, c'est un score pronostic, qui inclut la bili et le TP. Donc finalement, les malades, et vous regardez sur cette courbe qui est une méta-analyse de tous les essais qui ont été faits, la survie chez les malades qui ont un Madray supérieur à 32, elle est à 1 mois de 73%. Ça veut dire qu'environ 1/3 va mourir. Les autres malades qui ont un Madray supérieur à inférieur à 32, ceux-là ne vont pas mourir. Donc vous, en tant que réanimateur, vous avez un malade qui est un peu jaune, mais qui a un TP relativement élevé. Vous dites, est-ce qu'il faut que je pense à l'achat ou non? Je fais son Madray. Ah non, le Madray est inférieur à 32, il est à 16. De toute façon, mon malade, il n'aura pas besoin d'un traitement, donc je ne me casse pas la tête pour faire le diagnostic. Par contre, si vous avez un Madray à 40, vous dites, attention, mon malade, il ne faut pas que je passe à côté du traitement, donc il faut peut-être voir s'il a une hépatite alcoolique aiguë ou pas. Ce n'est pas un score diagnostique, c'est un score pronostic, on est d'accord. Mais ça va vous déterminer quels sont les malades qu'il va falloir aller biopsier pour voir s'ils ont l'achat ou pas. Alors deuxièmement, pourquoi faire le diagnostic? Parce que le traitement par corticoïde augmente la survie chez ces patients qui ont un Madray supérieur à 32. Donc ici, vous avez une méta-analyse à données individuelles de tous les plus gros essais qui ont été faits dans l'hépatite alcoolique aiguë. Et vous avez la survie du groupe placebo en bas et du groupe traité. Donc on passe là de 65 à 80% à 1 mois. Donc on augmente la survie en les traitant par corticoïde. Donc on ne peut pas passer à côté du traitement s'il faut traiter les malades. Alors en réanimation, ça se passe plus difficilement parce que l'achat n'est pas pur généralement. Dans quelles circonstances vous allez évoquer l'achat? Généralement, les malades ils sont en réanimation pas parce qu'ils sont jaunes, parce qu'ils ont un sepsis, une hémorragie, une insuffisance rénale aiguë, une encéphalopathie hépatique et une cirrhose alcoolique. Et donc c'est chez ces malades-là que vous allez évoquer l'hépatite alcoolique aiguë. Donc avec toujours cirrhose, ictère inférieur à 3 mois et Madray supérieur à 32, les autres, vous ne vous en occupez pas. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez décider qu'il faut ou non faire une biopsie hépatique par voie transjugulaire. Alors ce sera moi, je pense qu'il faut la faire, sauf si vous avez décidé que le malade va mourir dans les 48 heures d'une autre pathologie, très bien, ou alors que c'est vraiment pas le problème immédiat, ou alors que vous avez décidé que de toute façon ce malade était perdu, qu'il ne fallait pas le réanimer pour d'autres raisons, et bon voilà. Et donc comment vous allez faire le diagnostic? Vous allez demander une biopsie hépatique par voie transjugulaire. Et là, je me permets de vous dire une chose, c'est que souvent les réanimateurs, au début, quand on leur disait ça, ils nous disaient « Non mais attendez, nous on traite le malade, on le sort de sa complication vitale qui met en jeu son pronostic, ensuite on vous le reconfie, et puis vous ferez la biopsie hépatique et vous vous occupez de la maladie du foie. » Ce qui peut se défendre, quand on voit que la mortalité du choc septique, Arnaud l'a encore montré chez les cirrhotiques, c'est de plus de 80%. Cela dit, le délai entre l'admission et le début de la corticothérapie doit être court. Et vous voyez que les courbes, elles se séparent très vite. La flèche rouge, là, elle montre ce qui se passe au bout de 10 jours. Et donc vous voyez que le gain de survie il est déjà important au bout de 10 jours de traitement. Donc il faut faire la biopsie hépatique tôt parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre ces 10 jours. Donc que vous perdiez 2 jours parce que vous traitez le choc septique, je veux bien, mais que vous vous disiez, je le passe en salle, le temps qu'il ait une place en salle, je m'en occupe pas,
Ça, c'est moins bien. Et il y a un moment où vous, en tant que réanimateur, vous devez vous dire, je ne vais pas passer à côté, j'appelle les pathologues, je lui demande s'il faut faire une biopsie. Et souvent, je transfère le malade parce que les biopsies hépatiques, on les a pas partout par voie transjugulaire. Deuxième partie, et maintenant ça va être beaucoup plus court, c'est comment traiter l'hépatite alcoolique aiguë. Donc déjà, le plus dur, vous avez compris, c'est d'y penser et d'en faire le diagnostic. Alors après, le traitement est relativement facile, c'est la corticothérapie. Alors nous, on est très très basique, hein, et puis on est très vieux jeu. Donc tous les essais sont faits avec de la prednisone, 40 mg par jour le matin, pendant une durée de 7 à 28 jours. Je vais vous expliquer comment on adapte la durée du traitement. Une fois le diagnostic fait, une fois le sepsis contrôlé, vous avez quand même 48 heures, 3 jours pour contrôler le sepsis, on est d'accord, une fois une hémorragie contrôlée. Et ça, c'est important. Si le MADRE est supérieur à 32, parce que si jamais vous avez un malade qui colle, et puis une fois que vous l'avez guéri de sa complication qui a motivé son admission en réa, eh bien il a un MADRE qui est inférieur à 32, ben clairement, le MADRE supérieur à 32 n'était pas lié à l'hépatite alcoolique aiguë, et donc là, vous n'êtes pas obligé de le traiter par excès. Bon, ça, c'est des petites subtilités hein, dont on discute avec les réanimateurs tous les jours, je suis pas sûre que vous ayez à savoir ça. Vous allez faire un bilan avant corticothérapie, et dans les choses un peu spécifiques, il y a rechercher l'infection du liquide d'acide toujours, mais vous le savez, un écho-doppler pour voir s'il y a une thrombose porte ou pas, mais c'est pas l'urgence et ça retarde pas le traitement, et puis des sérologies virales pour voir s'il n'y a pas une autre cause d'hépatopathie. Alors ensuite, vous traitez, vous commencez votre traitement par corticoïdes. Alors généralement, à J7, c'est le moment où on évalue la réponse, le malade n'est plus en réanimation, donc ça vous concerne moins, mais je vais vous donner des bases pour que vous sachiez comment va évoluer le malade après. Donc à J7, on évalue la réponse au traitement par un modèle qui a été mis en place par une équipe française, donc l'équipe de Lille, l'équipe de Philippe Mathurin, qui a fait énormément progresser le pronostic de ces malades-là, et donc qui est le modèle de Lille. Vous tapez lillemodel.com et puis ça sort comme ça. En gros, c'est un modèle qui inclut l'âge, la bilirubine à J0 et à J7, le TP, la créatinine et l'albumine, donc la gravité de la cirrhose, plus l'évolution et la diminution ou pas de bilirubine sous corticoïdes. Et vous voyez que quand vous avez des malades qui ont un score de Lille supérieur à 0,45, vous avez la mortalité à 6 mois qui est de 25%. 3/4 des malades vont mourir. Donc si les malades ne répondent pas aux corticoïdes à 7 jours, déjà c'est pas la peine de les continuer. Et deuxièmement, ils vont très certainement mourir. Alors on peut se dire on les laisse mourir, ou on peut se dire ce malade-là on peut lui donner une chance autrement, ça dépend des malades et on va voir ça. Alors après, on a un peu raffiné, je vais passer un peu vite, les gens de Lille ont un petit peu raffiné le score de Lille, et donc ce qu'ils ont montré, c'est qu'on pouvait faire 3 catégories, peu importe, ne retenez surtout pas ça. Quand les malades sont répondeurs complets ou partiels, vous avez les survies à 28 jours qui restent correctes, même chez les malades non traités, mais alors après, quand vous avez des malades qui sont répondeurs nuls, vous voyez qu'ils soient traités ou pas, alors vraiment, ils répondent pareil, c'est-à-dire pas du tout, ils survivent pareil, c'est-à-dire qu'ils meurent dans 50% des cas à 1 mois. Donc ça, c'est quand même, il n'y a pas beaucoup de pathologies qui tuent dans un cas sur 2 à 1 mois. Ça, c'est les non-répondeurs aux corticoïdes. Donc après, ça vaut le coup de se demander si on fait autre chose pour ces malades ou pas. Alors les réanimateurs, quand je leur explique ça, ils me disent non, non, mais les corticoïdes, il y a quand même un problème, c'est le problème de l'infection, et vous avez raison. Et donc ça, c'est une étude, toujours de Lille, qui a regardé les malades infectés. Et donc, chez les malades traités par corticoïdes, ils ont pris une grosse série de patients, 25% étaient déjà infectés à l'admission, et 25% ont développé une infection sous corticoïdes. Les malades ont été traités de leur infection avant d'être traités par corticoïdes, et puis on va regarder comment ça se passe. À gauche, vous avez les malades qui ont été traités de leur infection, puis après, vous avez démarré les corticoïdes. Ils survivent exactement pareil que les malades qui n'avaient pas eu d'infection. Donc ça veut dire que l'infection n'est pas un problème à partir du moment où elle est traitée avant le début de la corticothérapie. Après, à droite, c'est les malades qui développent une infection sous corticoïdes. Et ceux-là, ils sont en bas, et ils survivent moins bien. Alors on peut se dire que c'est parce qu'ils sont sous corticoïdes, et ça nous on travaille, on fait un PHRC là pour essayer de mettre une antibioprophylaxie chez ces gens-là parce qu'on n'a pas la réponse. Mais on peut aussi regarder quels sont les malades qui développent une infection, et comme par hasard, c'est les malades non répondeurs aux corticoïdes, et donc les malades les plus sévères. Et finalement, ce qui ressort de tout ça quand on regarde en analyse multivariée, c'est que les malades qui meurent, les malades qui ne répondent pas aux corticoïdes, les malades qui développent une infection, c'est les malades qui ont les cirrhoses les plus sévères. Alors, après, vous avez des malades aussi, vous allez me dire, mais le score de Lille, tout ça, c'est pas très applicable en réanimation. Mon malade, il remonte sa bili, mon malade, il fait une hémorragie, etc. Donc nous, dans le service, on a essayé, je vous raconte ça rapidement, de valider cette attitude thérapeutique chez des malades qui avaient une hémorragie et de les comparer aux malades qui n'avaient pas une hémorragie. Et on a montré qu'avec un traitement par corticoïde, on avait les mêmes survies chez les malades avec et sans hémorragie, et que finalement la valeur du score de Lille était bonne si tant est qu'on savait l'interpréter. Moi je pense qu'il faut souvent appeler les pathologues et lui dire attends, qu'est-ce que je fais de mon score de Lille, qu'est-ce que je fais de la bilirubine, voilà ce qui s'est passé pendant les 7 jours de corticothérapie, et nous on a un petit peu l'habitude de ça et on discute de ça avec vous. Et finalement, quels sont les pièges en réanimation?
D'abord, vous avez du mal à retracer l'histoire de l'ictère et les facteurs confondants. Nous-mêmes, on a du mal en réanimation, c'est encore plus difficile. Vous pouvez avoir des difficultés d'accès à la biopsie par voie transjugulaire. Vous pouvez avoir une réticence à la corticothérapie, mais plus trop. Et puis vous pouvez avoir du mal à interpréter le score de Lille à J7, donc chez vous, c'est plus difficile encore qu'en hépatologie l'HA. Si on n'a pas, alors est-ce qu'on a des alternatives aux corticoïdes? Il y a une très belle étude française du groupe d'Amiens qui a montré qu'on pouvait associer la N-acétylcytoïde à la corticothérapie et que c'était peut-être un peu meilleur. Il y a une seule étude, donc c'est pas encore dans les recommandations, on pourra en discuter dans la discussion. Par contre, il y a des gens qui avaient rajouté la pentoxyphiline dont on avait dit qu'elle marchait à un moment, puis finalement ça n'a jamais été prouvé. Et là, c'est un essai typiquement totalement négatif qui vient heureusement d'être publié dans le JAMA parce qu'on s'est dit qu'on ne le sortirait jamais. Et donc, voilà, vous voyez deux courbes pareilles que les malades aient prednisolone seul ou avec pentoxyphiline. Donc pour vous, vous retenez le traitement, c'est la corticothérapie. Et enfin, je vais terminer par comment prendre en charge les formes résistantes au traitement. Donc généralement, les malades sont plus en réanimation, mais je vous en parle quand même parce que c'est un peu l'évolution de notre spécialité. Les traités par pentoxyphiline, ça marche pas. Ceux qui répondent pas, hein. À J7, on a arrêté les corticoïdes. Il y a des gens qui ont essayé la dialyse hépatique à l'albumine, ça marche pas non plus. Et finalement, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on va faire de ces malades qui ont 25% de survie à 6 mois? Qu'est-ce qu'on va en faire et comment on va faire? Et donc là, la dernière partie de mon topo, en quelques diapos, va être un petit peu provocante, mais ça va susciter la discussion et c'est bien, il y a des malades qu'on transplante. Donc en fait, l'idée, c'est, normalement, on ne transplante pas les malades qui n'ont pas 6 mois d'abstinence. Parce qu'on se dit, il faut qu'ils arrêtent de boire avant d'avoir le droit d'avoir un foie. Cela dit, ça n'a jamais gêné personne de transplanter des caisses et des caisses de malades qui avaient une hépatite C et qui répliquaient et qui réinfectaient dans 100% des cas leur greffon. Mais les malades alcooliques, on boit assez mal, donc on ne les transplante pas. Et puis finalement, on s'est dit, mais attendre 6 mois, ils vont mourir dans 80% des cas, ça n'a pas vraiment de sens de leur donner leur chance parce qu'ils n'ont pas leur chance. Et donc, il y avait une conférence de consensus il y a 8 ans qui avait dit, finalement, les malades, il faut leur proposer à certains d'entre eux la transplantation. C'est d'autant plus facile qu'on transplante les malades grâce à un score maintenant pour les lister qui s'appelle le score de MELD, que vous n'avez pas à connaître, mais qui répartit l'attribution des greffons. Avant, on avait un greffon qui était pour notre équipe, et puis on choisissait le receveur, et puis voilà. Et puis maintenant, c'est beaucoup plus juste. On greffe les malades en fonction de leur gravité depuis 2007 en France, ce qui a amené vraiment à beaucoup de progrès. Et donc, du coup, si vous avez un malade très sévère qui a une hépatite alcoolique aiguë, il passera en numéro 1 de la liste en France. Alors, quels sont ces malades? Il y a une étude pilote franco-belge qui a été publiée dans le New England l'année dernière, ou il y a 2 ans. Toujours Philippe Mathurin, 26 malades. Sélection drastique des malades. Croyez pas que ça y est, on a tous décompensé une PMD et qu'on greffe tous les malades sous les ponts. C'est pas comme ça. Donc en fait, c'est des malades qui faisaient une première décompensation hépatique et chez qui tout le monde était d'accord pour tenter la greffe. Il y avait une approche en 4 cercles. D'abord, on regardait la structure familiale. Il est hors de question de greffer un malade qui a une cirrhose alcoolique, qui boit activement, qui a une HAA et qui n'a pas de famille et personne pour l'aider quand il rentre à domicile. Ensuite, on demandait aux infirmières et aux résidents d'être d'accord. Ensuite, aux addictologues. Ensuite, aux hépatologues, mais nous, on est généralement assez d'accord, donc il faut nous mettre en dernier. Et enfin, aux chirurgiens et aux anesthésistes. Et si tout le monde était d'accord, eh bien, on sélectionnait ces malades à qui on proposait une greffe rapide. Et donc, voilà les résultats. Vous avez la courbe de survie des malades non répondeurs. C'est pas une étude, c'est un groupe contrôle, parce que c'est pas une étude randomisée en bas, donc qui meurent beaucoup. Et puis, la courbe de survie des malades qui ont été transplantés, qui est la même que celle des répondeurs aux corticoïdes. Donc, clairement, c'est une stratégie qui améliore la survie. Le plus important, c'est pas ça. C'est aucune rechute d'alcool dans les 6 mois chez ces 26 malades. 3 malades ont rechuté beaucoup plus tard et les 3 ont une consommation d'alcool de 1 ou 2 verres par jour. C'est des malades qui avaient été très sélectionnés. On ne va pas faire ça chez tous les malades, on est tous d'accord. Et surtout, ça représente 2% des transplantations au total dans ces centres et 8% des transplantations pour cirrhose alcoolique. Donc c'est quand même pas beaucoup de malades. Et finalement, on est en train de faire un PHRC parce que les nouvelles recommandations ont dit qu'il fallait évaluer cette attitude thérapeutique et donc on fait un nouveau PHRC pour évaluer la rechute d'alcool chez ces malades-là en incluant de façon plus large. Les mêmes critères drastiques mais plus de centres. Donc en conclusion, l'hépatite alcoolique aiguë, c'est une maladie inflammatoire qui survient chez des malades qui ont une cirrhose alcoolique. Elle est insuffisamment diagnostiquée, elle a un pronostic qui est sombre sans traitement ou s'il n'y a pas de réponse au traitement très simple par corticoïde. C'est une très rare indication de transplantation hépatique. Il y a des pièges pour un réanimateur. Le premier piège, c'est passer à côté. Le deuxième, c'est passer à côté du traitement ou traiter trop tard. Et attention, j'espère que je vous ai convaincu que l'HA, ça tuait. Et passer éventuellement à côté d'une indication de transplantation hépatique, mais j'ai envie de dire que vous, c'est plus trop votre problème. Et quand est-ce, c'est ma dernière diapo, que vous devez appeler
un centre expert. À mon avis, soit vous en avez besoin pour faire le diagnostic et la biopsie, vous appelez, soit pour instituer le traitement, soit en cas de non-réponse, parce que là, il faut une discussion multidisciplinaire de transplantation ou pas. Et n'oubliez pas les malades qui répondent. Ceux-là, il faut les adresser à un hépatologue et un addictologue pour prendre en charge leur maladie, sinon ils vont rechuter. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses et je vous remercie et je remercie beaucoup les réanimateurs.